Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci consacrée à la QVT, la qualité de vie au travail, à l'hôpital, avec une question après la crise, quelle priorité? Si le sujet des conditions de travail et du bien-être au travail est loin d'être nouveau dans les établissements de santé, et certains l'ont totalement intégré dans leur politique de ressources humaines et leur politique sociale, la crise sanitaire et l'épuisement physique et psychique extrême qu'elle a provoqué chez les personnels soignants a posé ou reposé cette question de façon aiguë et montré à quel point les personnels hospitaliers sont les vecteurs essentiels de la qualité des soins et de la performance globale. Dépasser la période d'adaptation, d'urgence, quelles sont aujourd'hui les priorités? C'est la question que nous allons poser sous plusieurs formes à deux invités que je m'empresse de vous présenter. Jérôme Goenmin, vous êtes directeur général du GHT Cœur Grand Est et président du SMPS, dont le superbe logo s'affiche derrière vous, syndicat des managers publics de santé, qui est un syndicat autonome et apolitique, et le seul syndicat d'ailleurs à représenter uniquement la ligne managériale du système de santé qui regroupe aujourd'hui les trois corps de direction ainsi que toutes les catégories de cadres, services publics, hospitaliers. Perrine Kane, bonjour Perrine, vous êtes directrice de l'organisation de l'attractivité et de la fidélisation au CHU de Bordeaux et vous êtes membre de l'ADRES. L'ADRES, je le rappelle, c'est l'association des DRH des établissements de santé qui regroupe les professionnels RH de tous les horizons, DRH, chefs d'établissement, responsables des ressources humaines, directeurs des soins, établissements de santé publique et privés. Et l'ADRES, par son action et ses prises de position, affirme très fortement l'importance de la dimension humaine dans le management. Merci à tous les deux de votre présence. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran et nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Il est temps de passer la parole à nos intervenants, en commençant peut-être par vous, Jérôme Goenmin. Une première question plus, je dirais, plus générale et de l'ordre du constat. Nous intéresserons peut-être après aux moyens dans un deuxième temps. Comme je le disais en intro, la crise sanitaire a mis à l'épreuve notre système de santé et en même temps remis la lumière à la fois sur les problèmes quantitatifs d'effectifs et qualitatifs de conditions de travail et plus globalement sur les questions de bien-être au travail. Alors, est-ce qu'il y a, du fait de la crise, ou qui existait déjà avant, des priorités que prendre en compte quand on parle de QVT à l'hôpital? Est-ce qu'il s'agit d'écoute, d'autonomie, de cadre de travail, de santé ou de tout cela à la fois peut-être? Jérôme Goenmin. Oui, merci pour cette question. Pour contextualiser, le bien-être au travail et la qualité de vie au travail sont une priorité et doivent être toujours plus une priorité pour les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux publics. Pourquoi? Le constat, c'est qu'au quotidien, on nous parle de problèmes d'attractivité dans nos établissements. Au quotidien, nos premières difficultés de fonctionnement, c'est le manque d'un médecin, le manque d'un soignant, le manque d'un cadre administratif, le manque d'un cadre soignant. Au quotidien, nos difficultés sont de trouver les ressources humaines compétentes et en nombre suffisant pour faire fonctionner et toujours mieux faire fonctionner nos établissements, je le redis, hospitaliers, sociaux, médico-sociaux. C'est la première problématique de l'hôpital quotidienne. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème d'attractivité? La réalité, c'est que nous sommes en pénurie médicale sur le territoire national. Ça va durer probablement pendant 10-15 ans. On a augmenté le numerus clausus, on l'a supprimé, maintenant c'est un numerus apertus, dont acte. Mais pendant 10-15 ans, nous allons être en difficulté dans l'ensemble du territoire pour l'attractivité médicale. Sur le personnel paramédical, même constat. Nous avons augmenté les formations dans les différents instituts de formation de soins infirmiers et d'aides-soignants, mais le temps d'avoir des marges de manœuvre, 3 à 5 ans. Donc pendant 10 à 15 ans, une pénurie médicale, pendant 3 à 5 ans, une pénurie paramédicale. Mais si on regarde les autres corps de métier à l'hôpital, on constate le même problème dans la plupart des territoires, et c'est une bonne chose,
nous avons un taux de chômage qui a baissé, les gens employables qui sont employés, on a des difficultés à trouver des cadres de santé, des cadres administratifs, des ingénieurs, des directeurs. Donc, on va être en difficulté quantitative dans nos établissements de santé pour fonctionner. Et ça va durer. Ça va durer. Donc ça, c'est un point très important pour comprendre l'importance de la qualité de vie au travail, c'est de se dire que le problème quantitatif auquel nous faisons face actuellement va durer. Ça semble évident, mais régulièrement, j'ai des contacts hospitaliers qui ne mesurent pas à quel point ou refusent ou sont dans le déni de cette réalité. Ça va durer. Nos problèmes de pénurie quantitative vont durer. Du coup, si on veut fonctionner, toujours mieux fonctionner, il faut qu'on investisse d'autres champs que le quantitatif. Il y a le champ de la valorisation. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de notre conférence, qui est un débat qu'on a au niveau national, mais on verra, ça peut rebondir quand même sur la qualité de vie au travail. Et il y a évidemment le champ qualitatif. Ce levier qualitatif est le seul levier immédiat que nous avons, nous, dans les établissements de santé, pour réussir à être attractifs, pour réussir à pérenniser nos effectifs dans nos structures et pour réussir à mieux travailler, mieux prendre en charge les usagers, les accompagnant et accompagner dans les structures sociales et médico-sociales. Donc la qualité de vie au travail, le bien-être au travail est encore plus une priorité que cela ne l'a été par le passé. Mais évidemment, des établissements s'investissent dans la qualité de vie au travail, évidemment, mais ça devient une priorité au vu du contexte, au vu des problématiques hospitalières, notamment d'attractivité. Alors, comment faire sans aller tout de suite sur les moyens, mais comment faire? C'est qu'évidemment, il y a des questions qui se posent au niveau des formations. On va y revenir après, j'imagine. Au niveau de l'organisation de nos établissements, de la charge de travail. Évidemment, au niveau de la délégation de l'autonomie. Et évidemment, au niveau des moyens, des outils fonctionnels, des investissements du quotidien, du système d'information. Mais je crois aussi qu'il est important, tant au niveau national qu'au niveau régional qu'au niveau local, et on est tous acteurs de cela, qu'il faut redonner du sens. Qu'il faut donner du sens, en plus de tous ces chantiers sur la QVT, il faut donner du sens à nos métiers hospitaliers, à l'hôpital, je le redis, dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Évidemment, on a un sens du service public que nous défendons tous. Mais trop souvent, on va avoir des collaborateurs qui vont le faire avec un sens du sacrifice. Il faut que ça tienne. Malgré la difficulté quantitative, malgré les difficultés du système de santé, je suis présent, je me surinvestis aux dépens de ma santé et donc indirectement aux dépens de la structure, parce qu'il faut que ça tienne. Il y a une dimension sacrificielle trop importante qui est présente dans l'ensemble des collaborateurs hospitaliers. Donc il faut redonner un sens qui n'est pas un sens du sacrifice, mais un sens du travail en commun, du travail collectif, tous ensemble, pour prendre en charge nos usagers, nos accompagnants, nos accompagnés. Ça veut dire qu'il faut prioriser, on va l'aborder aujourd'hui, qu'il faut prioriser l'ensemble des chantiers de qualité de vie au travail pour redonner un sens collectif, un sens moins sacerdotal, moins sacrificiel à nos métiers dans la sphère publique. On y croit et on est tous acteurs. Je pense qu'on doit tous l'être pour réussir à travailler en ce sens. Ce que vous évoquiez à la fin de vos propos fait écho à pas mal de questions qu'on a déjà reçues, que j'essaie de formuler de la manière suivante. Des internautes qui me disent est-ce que la question n'est pas liée au fait que les soignants par nature, à la différence d'autres univers professionnels, ne vont pas abandonner le navire, entre guillemets. Je reprends une formule qui a été et que l'on a tendance, d'une certaine manière, inconsciemment, à abuser de cette réalité. C'est bien le sens de vos propos ou est-ce que c'est plus orienté? Oui, complètement. C'est un risque qu'il faut prendre en compte. Nous avons la chance, dans les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, d'avoir des collaborateurs qui ont choisi un métier qui est tourné vers l'autre, avec un sens initial présent. Le problème, c'est que si jamais nous avons dans nos établissements une dimension sacrificielle trop importante par rapport à leur santé, par rapport à leur vie personnelle, par rapport à leur vie sociale, à un moment, on risque d'avoir deux syndromes qui existent dans toute organisation lorsqu'il y a trop ce surinvestissement, c'est le risque du burn-out ou le risque de l'exit, de la sortie. Et la sortie, elle est soit directe, soit on reste dans l'établissement et on en fait le minimum. Dans les deux cas, c'est nocif pour la structure collective. Il ne faut évidemment pas que nous ayons des salariés en souffrance et qui vont jusqu'au burn-out, parce qu'on ne pourra plus travailler avec eux et la structure, l'équipe collective va en souffrir de leur absence. Et on ne peut pas non plus accepter que des collaborateurs quittent physiquement, réellement, pour aller ailleurs, ou bien quittent dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que l'investissement au travail devient minimaliste. C'est juste pas possible pour avoir un dépassement de soi quotidien pour toujours mieux soigner. Donc oui, la priorité, c'est de faire en sorte que le collectif et chaque individu dans ce collectif
s'y retrouve toujours plus, toujours davantage, parce que nous avons beaucoup de défis, beaucoup de projets. Les établissements de santé socio- et médico-sociaux sont par essence des organisations qui sont mouvantes, parce qu'il y a un progrès médical et scientifique constant. Mais on doit faire en sorte que ce mouvement ne soit pas perturbé par la pénurie médicale, par les problèmes d'attractivité, par les problèmes normatifs. On va y venir probablement aussi aujourd'hui. On doit faire en sorte qu'il y ait un vrai collectif, un vrai bien-être au travail, avec les différents outils qu'on va probablement aborder ensemble aujourd'hui. Tout à l'heure, Jérôme évoquait dans ses propos le mot d'organisation, qui fait partie d'ailleurs de l'intitulé de votre poste et du lien qui semblait évident entre la notion d'organisation et la notion d'attractivité. Donc, comment réagissez-vous par rapport à cela et puis, globalement, sur la question du constat, qui est cette première question que nous avons à traiter. Oui, donc moi je suis effectivement d'accord sur le fait que s'intéresser, travailler sur la qualité de vie au travail à l'hôpital est essentiel. L'était déjà de toute façon avant la crise, parce que je rejoins Jérôme sur ces questions-là. Je pense que quand on travaille à l'hôpital, on est en permanence en tension entre deux polarités, entre le fait que ce soit un métier très épanouissant, qui, comme il l'a dit, qui a du sens, qui donne des perspectives de carrière, et en même temps un métier aussi très difficile, il ne faut pas se le cacher, avec des tensions, des enjeux et qui ont eu tendance à s'exacerber justement pendant la crise. Donc effectivement, la qualité de vie au travail était déjà une préoccupation majeure avant la crise qu'on traverse, mais elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Parce qu'aussi, on n'arrive pas effectivement à l'hôpital par hasard, on arrive avec des idéaux, une vocation, et donc ça crée aussi d'autant plus le risque quand ces idéaux ne sont pas atteints ou quand justement on se rend compte que finalement on ne peut pas forcément toujours donner le meilleur de soi-même, risque de déception, risque de désenchantement, et c'est ce qu'ont vécu aussi les professionnels pendant la crise, justement, où notamment vis-à-vis de la société, où au début de la crise, l'hôpital était beaucoup mis en avant, les soignants applaudis, c'était assez grisant, et ça a renforcé ce sentiment d'utilité, le sens qu'on donne à son travail. Et puis ensuite, il y a eu un phénomène un peu d'oubli dans la durée, voire même de critique parfois. C'est vrai que je regarde pas trop les médias, mais je sais que souvent l'image de l'hôpital aujourd'hui est assez critiquée. Donc, et ça a un impact sur les professionnels, et qui peut être difficile à vivre. Donc, pour répondre à la question initiale, je pense que vraiment l'une des priorités que moi je vois derrière la qualité de vie au travail aujourd'hui, c'est le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance à la fois dans son propre établissement, du reste de la communauté hospitalière. L'ensemble souvent des établissements disent que chaque professionnel fait partie d'une chaîne de soins et que tout le monde a vraiment une place importante, même si on n'est pas en contact direct avec le patient. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut vraiment réaffirmer. Mais reconnaissance aussi plus généralement des patients, mais plus généralement aussi de la société. Sachant que j'ai bien conscience que c'est conceptuel quand on parle de reconnaissance de la société. Donc ensuite, c'est concrètement comment on va apporter ça aux professionnels. Mais ça, je pense que c'est vraiment une attente forte aujourd'hui. Et qui, je pense, a été majorée du fait de cette crise. Et au-delà de la crise, je pense qu'aussi la société a évolué, les attentes des professionnels en général, pas que dans le secteur de la santé, on le voit aussi dans d'autres secteurs d'activité, et que l'hôpital doit également s'évoluer. Aujourd'hui, je pense que il y a une demande légitime des professionnels de pouvoir, par exemple, adapter leur temps de travail.
ça a été majoré aussi, là encore, du fait de la crise. Il y a eu beaucoup ce phénomène d'introspection, les personnes qui se sont intéressées vraiment davantage à ce qu'elles voulaient vraiment faire. Et donc, finalement, soit des reconversions. On a assisté à vraiment des virages à 180 degrés de professionnels qui se sont complètement reconvertis, ok, ou soit plutôt adapter son temps de travail pour finalement avoir un peu plus de temps pour pouvoir aussi consacrer du temps à ses autres domaines de vie. Donc, il y a aussi ce phénomène-là de refuser de dédier sa vie totalement aujourd'hui au travail. Et effectivement, comme le disait Jérôme, c'est un choc peut-être plus important à l'hôpital où on avait ce côté vocation, et je le rejoins aussi sur ce côté sacrificiel, effectivement, d'avoir l'impression de devoir dédier sa vie à son travail. Donc ça, je pense que c'est vraiment important que les managers hospitaliers en prennent conscience de la nécessité de proposer finalement des organisations, pour reboucler sur la question des organisations, qui soient flexibles, adaptables selon les attentes des professionnels qui sont diverses. Hein. Il n'y a pas une seule réponse et je pense vraiment que l'enjeu aujourd'hui des DRH est justement de bien comprendre quelles sont les attentes de chaque professionnel et de pouvoir proposer des parcours et des modes d'organisation ou des modes de travail qui y répondent, tout en ayant en tête, bien sûr, parce que c'est notre mission, de faire en sorte que le collectif fonctionne malgré ces parcours diversifiés et ces organisations diversifiées, parce que c'est quand même notre priorité numéro 1 d'apporter cette qualité, cette sécurité des soins au quotidien. Donc là, c'est vraiment cet équilibre qui, pour moi, est essentiel aujourd'hui et sur lequel on doit mettre l'accent. Alors, justement, là, on rentre d'une certaine manière dans les moyens à mettre en place, que ce soit en court terme, moyen terme et long terme. Quels sont ceux qui apparaissent, je veux dire, sachant qu'effectivement, comme vous l'évoquiez, il y a comme une grande diversité entre les établissements. J'imagine qu'on ne peut pas régler les choses de la même manière dans tel ou tel établissement. Et puis, est-ce que ça passe pas par je veux dire, une discussion, enfin, associer les équipes au changement, des espaces de discussion qui soient peut-être pluriprofessionnels à l'intérieur de l'hôpital. J'imagine que tout ça est en train de se développer. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que je pense que c'est ce qu'attendent un petit peu nos internautes. Jérôme, peut-être? Oui. Alors, je pense qu'il faut déjà qu'on fixe un cadre national, je pense obligatoire, pour la qualité de vie au travail dans les établissements de santé. Ça ne peut pas être surprenant parce que l'autonomie des établissements, par ailleurs, ce que souhaite le SNPS va toujours dans le sens de dire qu'il faut davantage de marge de manœuvre. Et vous allez voir qu'après, sur la qualité de vie au travail, ça veut d'ailleurs dire qu'il faut faire confiance au terrain. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un cadrage national pour obliger à ce qu'il y ait un budget minimal par établissement dédié à la qualité de vie au travail. Je m'explique, c'est de la même façon qu'on a dédié un pourcentage de la masse salariale obligatoire minimale pour la formation continue. Il me semble qu'il faille un budget minimal par établissement, donc il faut se mettre d'accord, mais qui soit dédié stricto sensu à la qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, le constat, c'est que ce n'est pas forcément fait et c'est rarement fait. Combien d'établissements proposent dans leur budget, écoutez, j'ai un budget de 100 millions, de 200, de 500, j'ai X millions d'euros dédiés à la qualité de vie au travail. Fléché, spécifiquement fléché. J'en ai pas encore vu. Qu'on ait des actions, qu'on ait des budgets dont acte, mais qu'on réponde à cette obligation dans la présentation print-cap, c'est synthétique en 2 slides, on ne le voit pas. Alors que ça devrait être une de nos priorités. Donc je pense qu'il faut déjà avoir ce budget dédié et financé. Pourquoi est-ce qu'il doit être obligatoire? C'est parce que dans nos établissements, il est compliqué dans le dialogue social ou avec nos partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, les organisations syndicales de centrales syndicales, ou bien avec les représentants, chefs de service, cadres de santé, on a plutôt tous tendance, culturellement, à privilégier le quantitatif. À dire non, le budget, on ne va pas mettre du budget dans la formation, dans l'organisation, dans le vivre ensemble. Non, nous on veut une infirmière en plus, on veut un médecin en plus. Alors qu'en fait, les deux sont compatibles et indissociables. Donc il faut qu'on ait cet effort collectif de dire la qualité de vie au travail, il y a un budget obligatoire, minimal, dédié et budgété dans l'ensemble des établissements de santé.
Ensuite, sur la question des actions, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ce budget dédié, sacralisé? Alors évidemment, il faut se mettre d'accord avec les interlocuteurs en interne. Je pense, comme l'a dit très bien Perrine, il n'y a pas de solution miracle et donc d'organisation miracle. Il faut en parler dans chaque établissement. On doit faire confiance à chaque établissement, d'ailleurs au singulier ou les groupes d'établissements au pluriel, pour trouver leur organisation et pour avoir cette concertation qui est l'essence de l'hôpital et du fonctionnement collectif. Mais en tout cas, la porte de sortie, à mon sens, c'est qu'il faut faire confiance à une entité, établissement, pôle, service, peu importe, pour définir son plan d'action pour la qualité de vie au travail et bien-être au travail. Ce plan d'action, à mon sens, c'est des actions de court terme, de moyen et de long terme. Il faut structurer notre pensée, il faut avoir un vrai projet stratégique sur la qualité de vie au travail dans nos collectivités. Les actions de court terme, évidemment, ça peut être des choses qui ont déjà lieu dans certains établissements, mais des espaces détente, des moments collectifs, etc., etc. Bien sûr qu'on peut faire du court terme, mais on peut faire aussi du moyen terme. On peut imaginer avoir un happiness manager comme dans d'autres structures. On peut imaginer déléguer des budgets en disant, écoutez, on vous délègue du budget en exploitation, en investissement pour améliorer le bien-être au travail, mais vous devez nous expliquer quel est le lien et puis on vous fait confiance. C'est vous qui décidez. On peut aussi travailler à moyen terme sur l'accompagnement individualisé des carrières, ce qu'on fait probablement insuffisamment. On essaye de le faire, mais la réalité, c'est qu'on le fait insuffisamment. Moi, j'étais marqué par une conférence, je crois d'ailleurs que c'était avec la CASDEN aussi, interfonction publique, où on se rend compte que beaucoup d'autres administrations sont dans l'accompagnement individualisé, où ils vont vers les agents. Et nous, à l'hôpital, on ne va pas encore suffisamment vers les agents. C'est les agents qui viennent vers nous pour l'accompagnement individualisé. D'ailleurs, même nous, l'encadrement, c'est malheureusement le cas. Les directeurs, on va vers le CNG. C'est pas le CNG qui vient vers nous. Donc, on voit que tout le système est à repenser. On doit rendre service pour accompagner les agents au sens individuel dans leur carrière. Et puis, il y a des actions de long terme. On l'a dit, les organisations, des formations au relationnel, au management, c'est autant de choses qui font qu'on vit mieux dans un service, qu'on vit mieux collectivement. Une remarque quand même, parce que là, je viendrai après, il y a aussi des moyens externes. Je pense qu'il n'y a pas que l'interne, et que l'établissement est aussi dans un système qui fait qu'on peut être plus ou moins bon dans le bien-être au travail. Et je pense qu'il y a un système qui fait qu'on peut être en difficulté aussi dans l'accompagnement de nos salariés. Dans ma question, il y avait aussi les échanges en interne et de manière pluriprofessionnelle qu'il peut y avoir à l'intérieur des établissements. On a beaucoup de questions à ce niveau-là et quand on mélange les questions, on s'aperçoit qu'il y a ce souhait d'avoir effectivement de l'échange, effectivement à chaque fois en insistant bien sur le pluriprofessionnel, mais en même temps, il y a la compatibilité avec la permanence des soins. Et donc, cette réalité, elle existe. Oui. Alors, sur les questions d'organisation et sur la question de concertation. Évidemment, que ce soit sur la qualité de vie au travail comme sur chaque sujet, l'hôpital est un lieu de concertation et on doit le faire avec les collègues. Enfin, moi, je n'ai pas connaissance d'un hôpital où il y a un directeur, un médecin ou un soignant qui décide seul. À chaque fois, c'est collectivement qu'on va se mettre d'accord sur ce qu'il y a à faire. Donc oui, c'est tous ensemble qu'on doit décider, comme ça a lieu sur d'autres sujets. Mais je pense que ces questions se posent parce que comme on fait insuffisamment sur la qualité de vie au travail, les collègues disent mais il faut le faire. En fait, il faut juste le faire davantage qu'on le fait actuellement. Après, sur les organisations, oui, on doit penser différemment, probablement le temps de travail, probablement les temps de présence, probablement les métiers, les professions médicales intermédiaires qui vont nous permettre aussi de trouver d'autres relais organisationnels pour s'organiser différemment. On doit penser le télétravail, on doit penser la télésurveillance, mais il n'y a pas une solution miracle qui va venir d'un directeur ou d'un président d'une organisation syndicale de directeurs et de cadres managers de santé comme moi. Je pense que c'est à chaque structure de le penser. Mais en tout cas, si on ne fait pas l'effort de le penser, ça ne va pas changer. Perrine, sur ce thème? Oui, si je reprends la distinction que faisait Jérôme entre court terme, moyen terme, long terme, qui me parle bien, pour moi, justement, à court terme, je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse proposer des actions concrètes, très pragmatiques, qui se voient. Parfois, ça peut être des toutes petites, enfin, des petites choses, mais en fait, qui vont vraiment changer considérablement le quotidien professionnel et améliorer la qualité de vie au travail. Ça passe par les actions, par exemple.
voilà, par exemple sur les organisations. Sur les organisations, on a une problématique dans les organisations, dans les services, sur les interruptions de tâches. On sait que c'est quelque chose qui vraiment au quotidien est lourd pour les professionnels et les empêche finalement de faire un travail de qualité. Ça crée aussi beaucoup de tensions mentales à gérer. Et donc, par exemple, au CHU de Bordeaux, je prends l'exemple que je connais, on a expérimenté en fait dans un pôle deux nouvelles organisations où on a revu les maquettes organisationnelles soignantes pour pouvoir y intégrer deux types de professionnels qui n'existaient pas auparavant, en tout cas qui n'étaient pas présents physiquement dans le service. C'est d'une part le préparateur en pharmacie qui va du coup aider effectivement les équipes sur cet aspect de pharmaceutique qui est son expertise. Et on le voit, ça a déjà un impact sur la qualité et la sécurité des soins et également en d'efficience médico-économique parce que les stocks sont mieux gérés, parce qu'ils ont le temps de faire ça, c'est leur expertise. Donc vraiment, on va dire, pour l'instant, on a l'impression que sur tous les aspects, c'est plutôt positif. Mais encore une fois, c'est une expérimentation. Et le deuxième type de professionnels, c'est ce qu'on a appelé les SAPI, les soignants d'accueil et d'accompagnement des parcours et de l'intendance, qui en fait sont présents. C'est des soignants qui ont des problématiques de santé. Et donc, ça contribue aussi à notre politique de maintien dans l'emploi. Et c'est des professionnels qui sont là pour aider dans l'accueil des familles, l'accueil des patients, la coordination des parcours et qui permettent finalement aux soignants du service, infirmiers, aides-soignants principalement, de se recentrer finalement sur leur cœur de métier et d'être du coup plus performants dans leurs tâches au quotidien. Et on sait que les professionnels, c'est ce qu'ils nous disent aussi quand on les interroge, ils ont à cœur vraiment de bien faire leur travail. Donc, c'est comment on leur donne les moyens de bien faire leur travail. Donc, ça, vraiment, voilà, par exemple, 2 expérimentations. Je rebondis aussi sur la question de la pénibilité. C'est aussi un axe fort, je pense, le travail de nuit. Jérôme, on a dit un mot tout à l'heure, on ne va pas aller sur la question de la valorisation, mais c'est un vrai sujet, la valorisation du travail de nuit, de cette pénibilité-là, pouvoir la reconnaître par la rémunération. Mais il faut aussi qu'on ait des plans d'action pour accompagner les professionnels de nuit, pour que leur parcours professionnel, leur accès à la formation, parce que souvent, ils se sentent isolés de l'hôpital et de l'accès à toutes ces choses qu'on peut proposer. Donc ça, vraiment, c'est des choses très concrètes pour moi à court terme. Ensuite, oui. Non, allez-y. C'est parce que j'ai… Si je peux juste donner peut-être Allez, terminez. deux ouvertures, puis on pourra détailler si vous êtes intéressé ensuite sur plutôt le moyen long terme. Pour moi, il y avait 2 thématiques aussi qui sont essentielles et qui rejoignent cette notion de qualité de vie au travail. C'est aussi mettre en lumière ce qui fonctionne bien dans les hôpitaux, les succès, les réussites, sans pour autant cacher les difficultés et chercher à les résoudre en parallèle, mais aussi essayer de sortir un peu de ce marasme en fait qui ne crée pas une énergie positive pour avancer, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus et je pourrais détailler si vous le souhaitez. Et puis également, c'est quelque chose qui se fait plus sur du long terme, c'est aussi un changement de culture et ça rejoint, je pense, que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait d'être plutôt dans la co-construction, de rendre les professionnels acteurs de leur quotidien professionnel et d'aller même peut-être vers ce qu'on appelle les organisations apprenantes qui me semble être vraiment un modèle intéressant pour les hôpitaux et justement, je l'évoquais un peu tout à l'heure sur les expérimentations. Moi, j'y crois beaucoup au fait de mettre en place des organisations par l'expérimentation, se laisser le droit aussi à l'erreur, mais vraiment de construire ensemble ces organisations avec les professionnels de terrain et des expérimenter, et puis d'en tirer des conclusions qui s'imposent. Je vous livrerai quelques réactions des internautes qui sont pas véritablement des questions, mais des réactions qui peuvent vous faire vous-même réagir.
un accord global à 100% sur l'idée d'obligation de QVT avec un budget fléché dédié, ça c'est unanimité. Par contre, sur les décisions, la qualité, la réussite des décisions collectives, certains émettent des doutes sur ce processus décisionnel et difficultés. Je pense qu'il y a d'évidentes difficultés qui sont à rencontrer, mais en tout cas, cette personne émet des doutes. Et puis surtout, la définition de la QVT, mais ça, je crois que c'est vrai à l'hôpital comme ailleurs, c'est-à-dire que ce ne soit pas des petits trucs qui. On fait un petit peu de QVT comme ça à droite à gauche et on tranquillise tout le monde. C'est de repenser véritablement les organisations de travail, comme vous le disiez, et ce que cette personne, dans ses propos, appelle les irritants. Et pour ça, effectivement, tout ça, ça passe beaucoup par l'écoute des personnels. Et puis une autre chose qui va peut-être dans les propos que vous aviez, de dire que l'importance, et ça c'est peut-être le côté positif que vous évoquiez, Perrine, parler aussi de ce qui va bien, c'est le sentiment d'appartenance. L'importance que les agents aient un sentiment d'appartenance, parce qu'in fine, ce sont les premiers ambassadeurs des établissements, les agents. Et quand on parle d'attractivité, ça peut avoir du sens. Donc voilà, ça c'est des petites réactions, je vous les cite. Je voudrais qu'on avance en même temps, on pourra revenir sur ces sujets-là. D'abord en posant, nous, une question à nos internautes, une question qui est vraiment basique, mais qui va peut-être illustrer les propos de Jérôme tout à l'heure. Y a-t-il véritablement une politique QVT affichée dans votre établissement? Vous répondez par oui ou par non, et on verra les résultats, je vous les proposerai tout à l'heure. Alors, on a parlé de temps, si je puis dire, de temporel avec le court, le moyen et le long terme. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les périmètres? C'est-à-dire que quel est le bon périmètre pour mettre en place ces actions? Est-ce que ce sont les pôles territoriaux, les GHT, les établissements, pour qu'on arrive à prendre conscience au moins que la QVT, c'est un levier managérial? Jérôme. Alors, au SMPS et personnellement également en tant que directeur des 8 établissements du GHT Cœur Grand Est, je pense que le territoire a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer, mais qui est différent selon l'ensemble des départements, des régions. Chacun doit se l'approprier. Mais il a un rôle à jouer minimal qui est d'essayer de s'harmoniser tous vers le haut, de partager les expériences, de se confronter à l'autre pour toujours faire mieux. Le territoire, l'ouverture vers l'extérieur nous offre cet enrichissement mutuel. Et à minima, le territoire doit être un moment où on se dit mais comment on fait, certes au niveau du projet médical pour mieux soigner tous ensemble, certes au niveau soignant, comment on fait pour faire du meilleur soin, certes au niveau projet social, mais donc au niveau aussi de la qualité de vie au travail. Je pense qu'on doit penser la qualité de vie au travail au niveau du territoire pour tous se tirer vers le haut avec des actions minimales égales sur le territoire. Parce que le danger aussi, sinon, c'est d'avoir des établissements qui vont en faire une priorité, d'autres qui ne vont pas en faire, d'avoir des effets de concurrence qui s'instaurent, alors qu'à l'inverse, on pourrait en faire une force commune. Donc le territoire doit être un moment de collaboration. Concurrence qui jouera sur l'attractivité des uns et des autres aussi. Exactement. Et après, on est tous perdants. C'est le dilemme du prisonnier en économie, vous le connaissez. On a tous tendance à croire que si on est concurrentiel avec les autres, on va tirer la couverture à soi et pas les autres. C'est pas vrai. Au final, on va tous se tirer le bourrichon et on aura tous un tout petit bout de couverture et ça va moins bien fonctionner. Donc, le territoire est à minima un lieu positif pour les établissements publics de santé qui sont là pour les usagers et pour les collaborateurs qui travaillent pour les usagers, pour travailler tous ensemble dans le même sens et nous tirer vers le haut. Après, à chacun de trouver le bon périmètre. Le bon périmètre, est-ce que ce sont les établissements? Est-ce que ce sont des pôles territoriaux? Est-ce que ce sont les services? Ce qui me semble par contre important, et ça a été dit en filigrane ou très clairement, c'est qu'il faut faire confiance. Et il faut être agile. C'est-à-dire que ces actions de qualité de travail, qu'elles soient à court terme, très concrètes, qu'elles soient à moyen terme ou à long terme, elles doivent être déléguées, elles doivent laisser les différents acteurs décider. On peut avoir une orientation stratégique cadrée par les instances au niveau d'un établissement, mais par contre, il faut déléguer ce budget pour que les acteurs s'en saisissent et décident ensemble. Alors j'entends la question qui dit, la remarque surprenante d'ailleurs à mon sens, de dire attention, le collectif peut me permettre de ne pas bien décider. Moi je pense, et j'assume complètement, je pense qu'à plusieurs on décide mieux que tout seul. La question c'est de réussir aussi, et c'est aussi quelque part une question de qualité de vie au travail, c'est de réussir à apprendre tous ensemble, à travailler ensemble.
Si on n'a pas appris à travailler ensemble, ça s'apprend. Si on n'apprend pas à travailler ensemble, effectivement, ce sera difficile, ce ne sera pas les meilleures décisions les plus efficaces qui vont sortir. Mais ça fait partie de la qualité de vie au travail, d'apprendre à travailler ensemble et d'apprendre à travailler ensemble sur la qualité de vie au travail. Une dernière remarque, c'est que je suis totalement d'accord, je tire la ficelle sur cette délégation, sur le bon périmètre. On a toujours essayé de faire de la qualité de vie au travail, on a toujours fait, mais ça devient plus prégnant, je pense qu'on l'a compris. Je voulais juste te dire, parce que parfois on l'entend, on nous dit, mais c'est déjà fait, ça va être des broutilles, ça va être des choses évidentes. Il faut toujours penser ce qu'on fait pour mieux le penser. Si jamais, et d'ailleurs je crois que c'est Sartre qui disait ça, penseurs sont hommes qui pensent que ce qui a été pensé n'a pas été suffisamment pensé. Donc oui, pensons mieux la qualité de vie au travail pour faire mieux. Si on ne le fait pas, on ne fera pas mieux. Donc sur la question des périmètres, à chacun de trouver le sien, et par contre, il faut apprendre à travailler ensemble pour avoir la bonne action au bon moment pour les bonnes catégories de personnel. Perrine, sur ce sujet? Oui, alors moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait aussi qu'aujourd'hui, je reviens sur les attentes des professionnels. Je crois que les parcours aujourd'hui ne sont plus linéaires. C'est rare aujourd'hui d'avoir des professionnels qui font 40 ans, le même métier dans la même boîte, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs. Et du coup, je crois aussi que le territoire peut être une zone de réflexion intéressante pour cette question-là. Et moi, j'ai tendance à dire à mes collaborateurs un message un peu disruptif, c'est que la fidélisation, c'est aussi accompagner les professionnels vers la sortie. Parce qu'en fait, je pense que certaines personnes ont envie d'aller voir ailleurs, d'avoir une autre expérience professionnelle, qu'elle soit dans un autre établissement, par exemple un autre établissement public du GHT, ou même aller faire une expérience en intérim, par exemple, ou autre. Et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que manager, en tant qu'employeur, que de les accompagner dans leurs projets. Parce que aussi, c'est là encore, c'est aussi notre intérêt que finalement, si le départ se passe bien, le professionnel aura peut-être envie de revenir dans l'établissement s'il se rend compte que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou après avoir fait son expérience. Donc ça, vraiment, je crois beaucoup au changement de paradigme par rapport à ça, où on avait tendance à vouloir garder les professionnels. Souvent, je prends l'analogie aussi du couple. La relation professionnelle, c'est aussi comme une relation de couple où finalement, il faut entretenir une bonne qualité de relation et pas forcément être trop possessif. Mais je pense. Excusez-moi, Perrine, mais est-ce que à l'hôpital particulièrement, il n'y a pas des métiers qui sont particulièrement fléchés où la mobilité n'est peut-être pas simple? C'est-à-dire, vous pouvez changer peut-être d'établissement, mais pas de métier comme ça du jour au lendemain. J'imagine que ça ne peut pas être simple. Non, c'est sûr qu'il faut une certaine motivation et un certain accompagnement, mais c'est pas rare qu'on accompagne soit des reconversions totales, soit des évolutions professionnelles. On a aussi de plus en plus, par exemple, je prends le métier infirmier, des professionnels qui vont évoluer. Alors, on connaissait les spécialités infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, mais par exemple, maintenant, on a aussi les infirmiers en pratique avancée, qui c'est quand même un autre métier. Et ça permet aux professionnels d'évoluer, encore une fois, à l'intérieur ou en dehors de l'hôpital. Alors, sur ces périmètres, il y a un thème qu'on a évoqué également tout à l'heure très rapidement, c'était le thème de la formation. On a l'impression que des formations existent, bien entendu, mais qu'elles sont souvent axées plus sur les cœurs de métier, si je dirais, et qu'il y a un déficit, et ça, je crois que c'est assez vrai dans la fonction publique en général, sur la formation managériale. En tout cas, formation managériale qui est si nécessaire quand on parle de sujets comme ceux qu'on évoque aujourd'hui sur l'attractivité, entre autres. Qu'est-ce qu'il en est exactement dans vos établissements et à votre connaissance, Jérôme? Oui, alors, il faut comprendre que dans les établissements, nous avons tendance à sous-valoriser, à mettre moins d'action pour la formation des managers que pour la formation de l'ensemble des collaborateurs. Alors pourquoi? C'est que culturellement, on s'auto-bridait l'ensemble, nous, des managers de santé, du directeur jusqu'au cadre de proximité, pour favoriser les formations aux collaborateurs. Et il y avait aussi un autre élément d'explication, c'est que les commissions de formation où il y a les partenaires sociaux, ceux-ci regardent les différents budgets,
regarde qui est formé et préfère former avec le même budget le plus grand nombre des collaborateurs plutôt que des formations plus coûteuses pour l'encadrement. Donc, on avait un système qui empêchait la formation par le dialogue social et qui empêchait la formation parce qu'on s'auto-bridait, nous les managers, pour former d'abord nos collaborateurs. Il faut réussir à sanctuariser des budgets pour la formation des managers. Pourquoi ? Parce que ces managers, c'est eux qui accompagnent leurs équipes au quotidien, c'est eux qui vont faire que le collectif va naître et que ce n'est pas simplement une équipe, mais bien un collectif qui est là pour travailler tous dans le même sens, avec les mêmes valeurs, le même objectif, pour faire en sorte que les membres de ce collectif s'entendent bien, travaillent bien ensemble, et pour faire en sorte que ce manager pilote les projets et aussi l'interaction avec les autres unités, services, pôles de l'établissement ou du territoire. Donc cet investissement dans les managers de santé est indispensable. Alors nous, on a pris une décision ici dans le GHT Cœur Grand Est, et c'est un des éléments de proposition du SMPS dans ces contributions que vous pourrez voir à Santexpo la semaine prochaine, j'en profite, qui sera envoyé à l'ensemble. Le message est passé. Voilà, c'est placé. Ça fait partie des propositions, dont d'autres que j'ai pu citer aujourd'hui. C'est qu'il faut que nous ayons un budget dédié par établissement pour les managers de santé. Il faut qu'on ose dire, écoutez, ben voilà, le budget est à 10-100, et bien il y aura autant qui est dédié pour les managers de santé. Nous avons pris la décision, nous, dans le GHT Cœur Grand Est, en concertation avec les responsables médicaux, les responsables soignants, les responsables administratifs, logistiques, techniques, nous avons pris la décision que pour le budget formation de 2023, nous aurons un pourcentage du budget formation dédié à tous les managers, qu'ils soient médecins, soignants, administratifs, logistiques, techniques ou directeurs. Ce budget sera proportionnel au poids en ETP des managers dans l'ensemble de notre organisation. Nous avons pris cette décision parce que nous constatons, ce que l'on constate tous, c'est qu'on investit insuffisamment dans ces managers. Une dernière remarque, j'en profite, je parlais juste sur la question précédente, vous dire qu'on doit investir les mobilités sur les territoires et investir les mobilités sur les différents métiers hospitaliers. Pourquoi ? Je parlais de le dire, c'est qu'il existe des cellules de mobilité interfonction publique, mais seulement pour la territoriale et l'étatique. C'est quand même incroyable, hein, dans toutes les régions. Et ça marche, et ça marche. Et ils ont des offres d'emploi, territoire, État, et ça bouge, et ça bouge, et ça se forme, et ça accompagne. Alors, ils peuvent faire mieux, il faut toujours penser mieux, mais ça existe. Et nous, à l'hôpital, eh ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai pu débattre avec eux, leur dire mais pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas l'hôpital. Parce que nos métiers sont différents, ne sont pas des métiers administratifs au sens du ministère, d'une collectivité territoriale. Donc, il faut qu'on s'en saisisse. Il faut qu'on s'en saisisse au niveau des territoires, qu'on construise ces cellules de mobilité. Et j'en profite aussi pour vous dire que Perrine a complètement raison. Il faut qu'on offre, et il y a énormément de possibilités d'évolution dans les hôpitaux. Je rappelle qu'infirmier en cardiologie, ce n'est pas infirmier en gastroentérologie, hein. Ce n'est pas le même métier, hein. Ils ont la même formation initiale, mais il faut qu'on les reforme après. Et surtout, parce que les patients en ont besoin, mais ce sera aussi un super levier en ressources humaines. Il faut axer notre travail sur les professions médicales intermédiaires. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Ne pensons plus corps, infirmier, médecin, c'est fini. Pensons service aux patients, service aux usagers. Et là, il y a toute une flopée de métiers d'avenir qui sont possibles pour les catégories soignantes et aussi, d'ailleurs, les catégories administratives, logistiques, techniques qui accompagnent ce mouvement. Alors, le temps passe très rapidement. Perrine, sur la formation, bien sûr, on va vous écouter avec une petite question que je rajoute qui vient d'arriver, qui est intéressante d'ailleurs, c'est savoir qui dans l'organisation doit mener ou accompagner les politiques au sein d'établissements. C'est-à-dire dans l'organisation, est-ce qu'il faut que ce soit une cellule ou que ce soit l'ensemble des managers qui s'en emparent? Et en tout cas, cette personne précise qu'elle pense, et on revient sur la formation, que là où les personnes en charge de l'activité doivent être formées à l'activité. Voilà. Donc, voilà, c'est une remarque en forme de question, qui n'empêche pas de vous écouter sur la formation des managers aussi, ou au management. Oui, et si je lis finalement ces deux questions-là, moi je voulais aussi insister sur le fait que à l'hôpital, le rôle le cadre de proximité, le manager de proximité a un rôle vraiment très stratégique. D'ailleurs, je les admire hein, parce que je trouve que vraiment, en plus, ils ont un positionnement qui souvent n'est pas simple et donc avec un quotidien
difficile. Donc, je pense vraiment que c'est un échelon, un niveau essentiel sur lesquels à la fois on doit axer la formation et sur lesquels on doit s'appuyer parce que justement ils sont en contact direct avec les équipes de terrain pour justement pouvoir mettre en place les solutions qui fonctionnent. Pour vous donner un exemple concret, au CHU de Bordeaux, on a mis en place, on développe ce qu'on appelle un parcours managérial en fait, justement pour ces cadres, alors les cadres de proximité mais également les cadres supérieurs, avec finalement différents niveaux, toujours dans cet esprit d'individualisation, parce que je pense que c'est aussi le maître mot en matière de qualité de vie au travail, de vraiment d'individualiser pour répondre aux attentes, parce qu'on est tous différents. On a tous des attentes et des besoins différents. En plus, en fonction des moments de la vie, ça peut aussi évoluer. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on a souvent du mal à le faire dans nos établissements qui sont un peu voilà, des gros paquebots. Et donc, ça vraiment, c'est un défi. Donc, sur ce parcours managérial, on a plusieurs niveaux. On va avoir les compétences de base, on va dire, souvent qu'on apprend en formation initiale, mais parfois, des petites piqûres de rappel peuvent être nécessaires, principalement des compétences techniques. Ça peut être sur la gestion de projet, sur la gestion des plannings, ce genre de choses, vraiment très techniques. Ensuite, on va avoir le niveau, ce qu'on appelle les soft skills, qui sont pas, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose sur lequel vraiment c'est important de mettre l'accent. Certains établissements le font, d'autres pas encore. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer. Tout ce qui va être sur le leadership, la communication non violente. Enfin, voilà, c'est très large, mais je pense que c'est essentiel. Et puis ensuite, on a un troisième niveau qui rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, je pense, sur les espaces de discussion, la co-construction. C'est ce que j'appellerais le manager coach. Le fait d'avoir cette double casquette, c'est pas évident. Parce que justement, ça peut paraître un peu contradictoire avec le manager qui, d'un côté, doit vraiment encadrer, s'assurer du respect des normes, être vraiment cette courroie de transmission. Et en même temps, d'avoir aussi cette casquette de coach ou en tout cas d'accompagnateur dans l'évolution, soit de l'individu, des professionnels, donc les accompagner dans leur évolution de carrière, soit même du collectif, justement, accompagner les équipes dans la recherche et le développement de leurs propres solutions pour bien s'assurer que ça leur convienne et que ça corresponde à leurs problématiques. Et ça, je pense que c'est un tournant qui est vraiment important de prendre. Et puis, le dernier niveau, c'est le manager plus expert qui, lui, va justement être en capacité de former avec un système de cercle vertueux aussi. Enfin, c'est vrai qu'on peut se le permettre à l'échelle d'un CHU de 15 000 agents, de pouvoir effectivement avoir aussi notre propre système qui s'alimente, même si c'est aussi intéressant de pouvoir aller avoir des échanges avec l'extérieur, comme le disait Jérôme, là aussi au niveau du territoire ou même en dehors du milieu de la santé. Mais voilà, je pense que c'est réfléchir comme ça sur les parcours managériaux, c'est intéressant. Puis ça donne aussi des perspectives aux managers parce qu'il ne faut pas les oublier. Eux aussi, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de perspectives et je pense que ça peut y contribuer. Alors, le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure, bon, les résultats sont meilleurs qu'on pourrait l'imaginer, puisque c'est en gros 50% des personnes considèrent qu'il y a une véritable politique qui a été affichée dans leur établissement. On peut supposer que l'échantillon des personnes qui se sont inscrites à cette webconférence sont concernées peut-être plus par le sujet, ce qui fait que les résultats sont finalement un peu meilleurs que ce que tu semblais évoquer, Jérôme, tout à l'heure. Voilà en tout cas pour le sondage. Il y a toute une série de questions diverses qu'on n'a pas abordées. J'aimerais bien vous poser parce que le temps passe évidemment très vite et je voudrais qu'on puisse répondre à l'essentiel des questions. Tu l'avais évoqué peut-être tout à l'heure, le côté normatif à un moment, Jérôme, c'est la multiplication des réformes et le rythme auquel elles se succèdent n'est-il pas responsable aussi de l'usure des équipes? Si, complètement. Le système dans lequel on évolue dans les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux a évidemment un impact sur nos collectifs et sur nos individus.
Plusieurs éléments. Premièrement, à 4 éléments. 4 éléments, à mon sens, qui font qu'il y a une pression dans notre travail au quotidien, du directeur jusqu'à l'agent d'entretien, en passant par les médecins, infirmiers, aides-soignants, etc. Le premier élément, actuellement, le système public hospitalier, mais aussi social et médico-social, pallie au dysfonctionnement systémique. Je rappelle que c'est aux urgences qu'arrivent les patients faute de médecine de ville. Je rappelle que c'est aux urgences qu'arrivent à l'hôpital les patients faute de garde organisée les week-ends et la nuit sur des territoires. Je rappelle que c'est à l'hôpital qu'arrivent des patients qui ne devraient pas venir à l'hôpital faute de médecins sur les territoires ou faute d'organisation sanitaire. Donc l'hôpital pallie à beaucoup de dysfonctionnements sur son territoire. C'est pareil pour les structures sociales et médico-sociales publiques qui vont pallier à des dysfonctionnements des structures, excusez-moi, sociales ou médico-sociales privées, associatives ou à but lucratif. Donc, on va récupérer toute une pression d'usagers qui doivent être pris en charge parce que le système a fait que d'autres ne les prenaient pas en charge. Alors que normalement, ce n'est pas à nous de les prendre en charge. Mais on le fait. On le fait parce que c'est nos valeurs, parce qu'on est là pour tout le monde. Donc, cette pression systémique où l'hôpital doit tout faire à la place des autres, il faut réussir à l'inverser, à travailler dans un mode plus collaboratif, où chacun a des obligations vis-à-vis des autres. Chaque institution a des obligations pour le service public et pour le fonctionnement. Deuxièmement, il y a la pression administrative, au sens normatif du terme. Comment peut-on imaginer qu'on réussisse à faire preuve de souplesse dans notre fonctionnement quotidien lorsque tous les projets qu'on met en œuvre, toute la volonté, la bonne volonté, l'agilité, la concertation qu'on met en œuvre, est tous les ans sur 240 jours ouvrés, confrontés à 200 textes normatifs, injonctions ou questionnaires qui arrivent du national. Imaginez, c'est qu'on se lance, on est dans une logique d'agilité, d'adaptabilité, et on va se prendre des coups, 200 coups, alors, qui sont plus ou moins justifiés au niveau légal et réglementaire. C'est la République. Enfin, on est plus administré à l'hôpital, dans les structures sociales et médico-sociales, que dans une administration. Forcément, ça va scléroser, ça va être en difficulté dans les relations humaines, cette rigidité extérieure qui nous tombe dessus. Troisième élément aussi d'explication, la pression budgétaire. Comment voulez-vous, on a des envies, des projets, etc., quand les règles budgétaires de l'hôpital changent chaque année? Parce que les tarifs changent chaque année. Il y a urgence, c'est aussi une des propositions du SMPS, mais pas que, de la FHF, il y a urgence d'avoir une programmation quinquennale, par exemple, triennale, quinquennale, des moyens de nos structures publiques, avec une vraie vision pluriannuelle, pour qu'on soit assis sur nos fondamentaux budgétaires, qu'on n'ait pas peur de l'avenir, parce que ça crée une crainte de l'avenir permanente. Vous imaginez, en plus de la pénurie médicale, paramédicale que l'on subit, on a la crainte permanente de se dire combien d'argent allons-nous avoir l'année prochaine. Enfin, c'est formalisé, verbalisé par les agents dans les services. Donc, ayons une trajectoire pluriannuelle plus stable avec une dotation qualitative populationnelle. Et quatrième élément extérieur qui nous vient, il faut aussi qu'on ait davantage, je sors un peu de la QVT, mais c'est un impact sur la QVT, qu'on valorise aussi en termes salariales nos collaborateurs. Comment faire, le manque d'attractivité, c'est aussi parce qu'il y a un déséquilibre entre la pénibilité ressentie et sa gratification. Ça a été dit tout à l'heure. Comment peut-on expliquer, par exemple, qu'un gynécologue obstétricien qui fait des gardes, des astreintes, qui travaille la nuit à l'hôpital, gagne l'équivalent en 3 jours et demi en ville avec une demi-journée à la clinique sans faire de travail la nuit et les week-ends? C'est pas possible. À un moment, le professionnel est sous-valorisé, sous-reconnu, et ça impacte son investissement dans l'entreprise. Et il faut aussi qu'on valorise davantage l'engagement. Ça fait partie de la qualité de vie au travail, de la reconnaissance. Comment peut-on encore expliquer qu'on ait le même salaire si jamais vous vous engagez dans des institutions, dans des commissions, dans des missions transversales, qu'un collègue qui va pas le faire? C'est pas normal. Comment peut-on expliquer que quand vous atteignez vos objectifs, vous soyez rémunéré comme celui qui ne les atteint pas? C'est pas normal. Comment peut-on expliquer que vous ayez la même valorisation si vous faites une mission de service public dans des territoires difficiles où il n'y a plus de service public et l'hôpital et la tour dans la nuit qui permet au service public et à la population d'être pris en charge, et vous avez le même salaire que celui qui va être dans une structure où il n'y a pas les mêmes difficultés de fonctionnement au sein de la structure et dans le territoire? Donc, il y a aussi une question de valorisation, de reconnaissance salariale. Donc, le système impacte aussi la qualité du travail et il faut aussi améliorer ces règles de l'hôpital pour mieux et des structures sociales et médico-sociales publiques pour mieux vivre ensemble. Alors, Perrine, sur ce point, mais alors brièvement, parce qu'il nous reste très peu de temps et j'aimerais qu'on puisse dire 2 mots avant de conclure de ce que vous avez mis en place à Bordeaux en termes de, puisqu'on parle d'attractivité, de recrutement.
Voilà, le petit document. Alors peut-être 2-3 mots par rapport, pour compléter les propos de Jérôme avant qu'on vienne sur ce point. Non, mais on peut passer au point suivant. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Président syndicat actif. Bon, bah, écoutez, je vous propose alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Quelques mots peut-être de la campagne que vous avez mise en place à Bordeaux, qui est intéressante comme illustration. Et puis après, je vous poserai une dernière question que je ne peux pas ne pas vous poser parce qu'elle arrive souvent. C'est le débat qui a été suscité par Martin Hirsch, notamment sur la suppression des directeurs de soins et l'impact que ça peut avoir sur nos propos d'aujourd'hui. Alors, peut-être l'affiche d'abord. Oui, alors pour faire le lien entre ce qu'on dit depuis le début de la conférence et puis cette affiche, je pense vraiment que travailler sur la qualité de vie au travail, c'est une démarche de fond qui est essentielle à faire dans nos établissements. Pourquoi? Parce que finalement, une mauvaise, entre guillemets, qualité de vie au travail, ou en tout cas des mauvaises conditions de travail, ça génère de l'absentéisme, du turnover, enfin, des départs, des difficultés de recrutement, et donc ça va dégrader à nouveau la qualité de vie au travail. C'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, je pense que pour sortir de ce cercle vicieux, il faut effectivement travailler sur les leviers de la qualité de vie au travail dont on a parlé depuis le début. Travailler là-dessus, c'est vraiment une démarche de fond. On n'a pas de baguette magique, ça prend du temps. Et puis, l'accompagner d'une démarche de communication à la fois interne et externe pour justement faire savoir finalement ce qu'on fait et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, mettre aussi l'accent sur ce qui va bien, les succès, les réussites, parce que je pense que c'est essentiel. Et donc, cette campagne de communication qu'on a lancée au CHU de Bordeaux, elle visait plutôt à mettre l'accent là-dessus avec ce slogan « Soignant, sois fier » pour vraiment montrer qu'aujourd'hui, les professionnels qui travaillent encore à l'hôpital, parce qu'heureusement, il y en a encore beaucoup, sont fiers de leur travail, ils trouvent du sens. Et donc, on a accompagné ça sur les réseaux sociaux de hashtags pour que les professionnels puissent également expliquer pourquoi ils étaient fiers de travailler, alors en l'occurrence au CHU de Bordeaux. Et donc je pense que c'est aussi très important de faire ces campagnes de communication. Et puis sur l'impact que ça a auprès des professionnels à Bordeaux, je pense que ça a des retentissements positifs sur les autres établissements. On n'est pas là pour se faire concurrence, même si on est tous en difficulté, et que finalement, parler positivement de l'hôpital, c'est aussi c'est bénéfique pour tous. Oui, c'est pour ça que je trouve que le slogan soignant, sois fier était très bien parce qu'il était transversal et collectif, quoi. Donc voilà. Alors, avant de conclure, peut-être 2 mots sur les réseaux sociaux aussi. Nous avons vu les réactions des différents syndicats et fédérations au propos de Martin Hirsch. Mais là, je voudrais qu'on s'arrête sur parce qu'il y a plusieurs choses dans ces propos, mais plus particulièrement parce que je pense que ça impacte évidemment l'organisation, sur la question de la suppression des directeurs de soins. Peut-être quelques mots là-dessus avant qu'on conclue. Jérôme, dans un premier temps, peut-être. Oui, mais je pense que ce qui est important en propos préliminaire, c'est de ne pas faire de procès sur un individu, un collègue, quel qu'il soit. De manière générique, on ne peut pas penser l'hôpital sans les directeurs des soins. On ne peut pas penser l'hôpital sans les directeurs des soins, sauf à travailler dans un hôpital qui dysfonctionne. Moi, je note avec les collègues que les hôpitaux qui ont le plus de dysfonctionnement, qui ont le plus de difficultés, c'est ceux justement où il n'y a pas de directeur des soins. C'est ceux justement où l'articulation directeur des soins, président de CME, directeur, chef d'établissement est en difficulté. C'est ce qu'on note généralement, c'est ce qu'on voit. Il faudrait le documenter, mais enfin, nous, dans le métier, c'est ce qu'on constate. Pourquoi? Notre métier, nous sommes tous tournés vers le soin. Nous sommes tous des soignants directs ou indirects. Du directeur à l'agent d'entretien, je le dis toujours, l'agent logistique, administratif, le soignant, le médecin, nous sommes tous tournés pour le patient, pour l'usager. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est que le patient, l'usager, il est dans un lit, il est dans une chambre, où qui est à côté de lui H24, 365 jours par an? Ce sont les soignants. Ce n'est pas le directeur, ce n'est même pas les médecins non plus. Hein. Ce sont les soignants. Les soignants, ils ont besoin d'être pilotés, d'être encadrés pour créer un collectif, pour travailler ensemble. Ils ont besoin d'encadrants. C'est un métier qui s'apprend avec des compétences propres. Ces encadrants, ils ont besoin d'être pilotés par un cadre supérieur de santé. Et ces cadres sup de santé, ils ont besoin d'un directeur des soins.
C'est eux qui pilotent finalement ce que j'appelle moi la colonne vertébrale de l'hôpital. La colonne vertébrale de l'hôpital, ce sont les soignants avec à leur tête la direction des soins. Il n'empêche qu'il y a besoin de muscles, il n'empêche qu'il y a besoin d'organes. On a besoin d'une direction des finances, on a besoin d'avoir le cœur et le cerveau qui vont être les médecins, pas de problème. Mais on a besoin d'avoir l'ensemble des métiers, on a besoin d'avoir ce pilotage de la direction des soins. Une direction des soins n'est pas une direction des ressources humaines. N'est pas une direction des ressources humaines. Une direction des soins, c'est eux qui organisent et qui pilotent les projets, le quotidien, les soins, et excusez-moi, je me permets de le rappeler, souvent également l'organisation médicale, les services. D'ailleurs, savez-vous comment on appelle un chef de service dans le privé généralement? Ou un chef de bloc? Eh bien, c'est un cadre de santé. D'ailleurs, Perrine, peut-être sur ce point-là, et puis pour conclure, moi, on a plus l'impression, quand on voit ça de l'extérieur, qu'il y a un véritable binôme entre les directeurs de soins et les DRH. Exactement. Moi, je suis directrice d'hôpital depuis 10 ans. J'ai toujours considéré que mes collègues directeurs des soins faisaient partie à part entière de l'équipe de direction. Donc et encore plus depuis que je suis DRH, je travaille vraiment toujours en binôme étroit avec mon collègue directeur des soins et chacun apporte son expertise complémentaire et c'est vraiment essentiel. Et je rejoins Jérôme sur le fait que oui, c'est important que ce binôme fonctionne bien, s'entende bien pour que justement la politique RH et l'organisation des soins puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Bien, mais écoutez, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. D'abord, je vais vous remercier vraiment tous les deux pour votre disponibilité. Et puis, bien sûr, la CASDEN Banque Populaire qui a permis cette conférence d'avoir lieu. Et pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, on a répondu à un certain nombre d'entre elles. Il y a aussi un service de réponse qui VK en continu que les internautes peuvent contacter. En tout cas, à nouveau, merci à tous les deux et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.